L'ambition de la colonie et des religieux est de créer une classe nouvelle, une caste, qui fournirait une main-d'œuvre plus qualifiée que les Noirs. Après l'indépendance, il y avait un manque de têtes dans le pays. Et donc Mobutu est allé chercher les jeunes universitaires pour l'aider à conduire le pays. Parmi ces jeunes universitaires, une grosse proportion étaient des métis. Soi-disant enfants qui étaient cachés se retrouvent justement être vraiment circuler partout dans le monde et être à la vue de tout le monde. Ces jeunes étudiants appelés par Mobutu à diriger le pays. Il nous a fallu chercher longtemps car ils ne dorment pas 2 fois de suite dans le même lieu. Nous en avons quand même interviewé 2 dans la cité indigène. Écoutez-les. Je crois qu'il n'est jamais arrivé dans aucun pays de vivre l'aventure que vous vivez maintenant. Mais c'est assez original comme aventure, mais je crois que nous étions dans l'obligation de trouver une solution originale, si vous voulez, pour pouvoir combler le vacuum politique dans lequel notre pays était plongé. Dites-moi, il y a 1 mois, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai pris des contacts aux États-Unis, j'ai fait un stage aux Nations Unies, enfin j'ai voyagé un peu partout. J'ai même été à Elisabethville où j'ai travaillé avec Tchombe pour essayer de l'amener à la réconciliation avec le reste du pays. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, il y a 1 mois d'ici, j'étais en vacances. J'étais en vacances. Mais maintenant, de vacances, on passe dans le travail et si pas ça du travail. Vous attendiez ni l'un ni l'autre à ce qui vous est arrivé il y a 1 mois? Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, on ne le souhaitait pas. À qui obéissez-vous? Nous travaillons en collège, n'est-ce pas? Nous travaillons en collège. Oui. Ce qui fait que nous devons d'abord nous entendre entre nous avant de prendre une décision. On sent que ça démarre, que les gens reprennent confiance. Oui, de toute façon, dans la situation où nous nous trouvons, nous avons tous le devoir d'espérer. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à un tel point que l'espoir devient un devoir. Il faut absolument que nous tenions le coup, parce qu'il y a beaucoup de copains à la cité, des citoyens qui nous ont dit que si vraiment nous quittons, il n'y a plus rien qui reste. C'est-à-dire, ce qui fait que nous devons absolument assurer la transition. Et je crois par tous les moyens, je dirais même que nous ne sortirions du building administratif qu'un coup de baïonnette. Sinon, on ne sortira pas. Pendant que Mobutu paradait en léopard devant les caméras du monde entier, un autre homme tenait les vrais leviers du Zaïre depuis l'ombre. Pas des photos officielles, pas des discours, pas des procès. Il s'appelait Jean Séti Yalé. Ses collègues l'appelaient Zero One. Les services qu'il dirigeait l'appelaient Spécial. Selon le journaliste Stephen Smith, correspondant à Libération, Séti Yalé et son associé Kengo Adondo étaient probablement bien plus riches que Mobutu lui-même à la fin du régime. Yakoma, province de l'Équateur. Dans ce qui s'appelle encore Congo belge, un enfant né d'un père portugais et d'une mère congolaise. Cette double origine, métisse, frontière entre 2 mondes, va définir toute sa vie. Au Congo de l'époque coloniale, être métisse, c'est occuper un entre-deux inconfortable, ni tout à fait intégré dans l'élite blanche, ni pleinement reconnu dans les communautés congolaises. C'est une position qui forge soit la fragilité, soit une intelligence des marges extraordinaire. Séti Yalé, lui, va en faire une armure. On ne sait presque rien de son enfance. C'est déjà un signe. Les hommes qui construisent des empires dans l'ombre commencent souvent par effacer leur point de départ. Ce qu'on sait, il arrive à l'âge adulte avec une formation universitaire. Au moment précis où les Congos indépendants cherchent désespérément des cadres formés pour remplir les structures que les Belges ont laissées vides en partant. Et c'est là que tout commence. Entre 1970 et 1980, Séti Yalé orchestre, selon les sources recoupées, toutes les nominations ministérielles du Zaïre. Toutes. Vous voulez être ministre? C'est lui qui dit oui ou non. Vous voulez rester ministre?
c'est encore lui. Aucun Congolais, hormis Seti Yale et Kengo Adondo, n'auront, aux côtés de Mobutu, joui des pouvoirs, de la confiance et d'une influence politique comparable. Kengo Adondo, Bemba Saolona, Jean Seti Yale. 3 hommes, tous métis, tous issus de l'orbite présidentielle, tous incroyablement riches à la fin du régime. Si la fortune de Mobutu n'avait jamais vraiment été la sienne, et si ces prête-noms, Kengo et Seti Yale, étaient en réalité les vrais milliardaires du Zaïre, certaines sources évoquent jusqu'à 4 milliards de dollars dans les années 1980. Il était un métis issu de l'union d'un agent belge de l'administration coloniale, Maurice Charles Lippens, et Madame Olofio, une ressortissante de l'Équateur. Il a fait ses études primaires dans une école des frères catholiques avant d'entamer un cycle professionnel moyen en mécanique automobile dans l'école professionnelle officielle des métiers à Guéména, EPOM en sigle. Au début des années 60, il ira poursuivre ses études en Belgique, mais cette fois-ci dans le domaine de la comptabilité. Après un laps de temps dans la gestion des affaires de M. Jean Paulet, il retournera en Belgique en 1964 pour faire un stage de 6 mois dans la société Ford à Bruxelles. De retour au pays, il se lança pour son propre compte dans le commerce vivrier et ouvre des comptoirs de vente des produits variés dans le café qui était à la base des diverses plantations qu'il possédait dans l'Équateur. Il s'attribua une ferme d'exploitation de bétail, des magasins dans plusieurs districts dans la région de l'Équateur, créant ainsi sa toute première entreprise dénommée Gigi Bemba, Jean Jano Bemba. Elle se développera dans le transport routier, fluvial et aérien et s'élancera aussi dans l'achat et la vente des minerais, dans le commerce international, dans l'immobilier, dans la communication et dans les produits de luxe. Elle opère un DC 10-30 sur la ligne Kinshasa-Bruxelles. La première compagnie aérienne privée du pays, plus de 11 avions, des routes vers l'Europe. Cibé Zaïre avait une flotte de 6 Fokker F-27, 2 Boeing 727, 2 Boeing 707, un DC-10 avec un Falcon de 2000 personnels. Elles seront l'élite de la société congolaise, grâce à leurs études. En dehors des politiciens, dans le privé, il y a aussi énormément de métis. Moi, je suis plutôt dans l'aviation. Et parmi les pilotes, il y a énormément de pilotes. D'ailleurs, le pilote qui a le plus d'heures au monde sur Fokker 27, c'est un métis congolais. Et mieux que pilote, patron de société. Si vous êtes à Goma, il y aura Bizibi, c'est un métis. Bukavu, à Goma, il y avait encore Malou Aviation, Jean Marion qui est décédé, métis. Bukavu, c'est Swana, je crois, métis. Vous descendez à Lubumbashi, il y avait bien sûr Lubumbashi Air Service, métis. Il y a Katanga Express, métis. Kananga, c'était aussi un métis, José Fernandez. Kinshasa, vous avez aussi beaucoup de métis. Air Kassai, c'est un métis. Cibé Airlift, une très grosse compagnie qui achetait des avions neufs, métis. Blue Airline, le docteur Mayani, métis. Sans oublier François Cassindi, bien sûr, Malou Aviation. Kisangani, à un certain moment, Guilaer, toute l'équipe dirigeante, c'était des métis aussi. Côté gouvernement, nous avons eu le directeur de l'aviation présidentielle, Charles de Scrèvre, un métis. Directeur de la compagnie nationale, José Dubier, métis. Côté armée, il y avait le général Kikunda. Monsieur Katebe, justement, vous avez entrepris un projet de construction de maisons sociales en Angola. C'est 700 000 maisons sociales, si je ne me trompe pas, pour un budget de 60 milliards de dollars. Et donc, quelle est votre implication en RDC? Pourquoi en Angola? Oui, pourquoi pas la RDC, monsieur Katebe? Parce que c'est beaucoup d'argent, hein, 700 000. 700 000 maisons sociales, 60 milliards. Donc tous ces métis
donc après les 5 femmes métisses, tous les métis doivent aussi percevoir le même montant comme réparation. Comme c'est un crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Donc des gens comme les ministres, les millionnaires, tous les gens qui ont pu gravir les échelons, qui sont riches maintenant grâce à la formation qu'ils ont eue à l'époque coloniale. Comme vous le voyez sur le texte ici, donc même si grâce à leur formation ils sont devenus universitaires, ministres, etc., ça reste un crime contre l'humanité qui mérite réparation. Ces images ne sont pas des images du Biafra, ce sont des images du Kasaï, tout près de là où les 5 métis étaient à l'orphelinat. Mais donc dans le cas des métis, même si c'est pour leur porter secours, pour les soigner, ça reste un crime contre l'humanité. À ma connaissance, tous les métis qui ont étudié, il n'y en a aucun qui a des revenus en dessous de $100. C'est tous des gens qui ont des postes, des bons postes, des métiers honorables qui gagnent quand même bien leur vie. Même si ceux en Belgique qui sont retraités, ils ont des revenus tous les mois. La première élite congolaise verra le jour sous Léopold II, suite à la conférence de Bruxelles de 1890. C'est parmi ces orphelins qui seront pris en charge dans des institutions financées par l'État que nous trouverons les premiers Congolais qui auront étudié plus que la moyenne de la population qui, eux, ce sera plutôt basique, juste apprendre à lire et écrire. La deuxième, ce sera la vague des métis qui, comme on le voit, aura eu une éducation aussi supérieure à la moyenne et que l'on retrouvera dans les postes clés du gouvernement. Sœur José a étudié ici à 15 km de Lubumbashi, du côté de Kafubu, dans un internat pour filles, et avec des filles métisses. Donc elles étaient avec les filles métisses, et donc elle me disait que parmi les filles métisses, il n'y en a qu'une qui a poursuivi les études et qui est devenue docteur, et elle travaille aux États-Unis, je crois, pour le moment. Mais donc elles ont eu toute une bonne formation. Ceux qui ont voulu poursuivre, ils ont pu poursuivre, et puis ceux qui ont préféré arrêter tôt et se marier, bon, ça c'était leur choix. Mais donc le tremplin était là pour les filles métisses qui voulaient vraiment devenir quelqu'un d'important, c'était possible. La sœur José, qui a étudié avec les métis, dans le cas des métis, c'est un crime contre l'humanité. Et pour la sœur José, là c'est normal, parce qu'elle n'est pas métisse. En 1890, où les pays dits civilisés ont recommandé que les colonisateurs s'occupent des enfants orphelins. Et puis c'est plus tard, vers 1915, que là ça s'est reporté sur les métis, qui eux devaient recevoir une formation beaucoup plus élevée, enfin pour pouvoir même continuer à l'université, etc. Qui sont ceux qui ont créé cette loi? Ceux qui ont créé cette loi, ce sont justement en priorité, donc en premier lieu, ceux qui étaient à Bruxelles en 1890 et qui déjà s'occupaient des orphelins et des métis. Donc ce sont ceux qui justement s'occupaient des métis qui ont créé cette loi de Nuremberg, qui maintenant condamne les personnes qui ont... ils se condamnent eux-mêmes. Donc c'est comme si vous avez un groupe de fumeurs, de dirigeants fumeurs qui disent, bon, si on faisait une loi pour interdire de fumer la cigarette, et alors qu'eux-mêmes sont occupés à fumer la cigarette. Donc il y a un truc qui est très bizarre là-dedans. De plus, cette loi de Nuremberg stipule que pour les garçons, on ne peut pas les arracher de l'autorité parentale en dessous de 7 ans. Et pour les filles, c'est 16 ans. Donc normalement, ici, le jugement qui a été fait à Bruxelles doit être prolongé jusqu'aux jeunes filles de 16 ans. Donc toutes les filles de 16 ans qui ont étudié en internat, d'office peuvent réclamer réparation. Pour suivre la loi de Nuremberg complètement, il faut également considérer
tous les organismes religieux, les Italiens, les Espagnols, les Américains, tous ceux qui ont participé, qui ont en tout cas eu dans leur pensionnat des métis, sont punissables par la loi de Nuremberg. Les Congolais, les Belges, 100% Belges que l'on voit, avec ma mère, il y a des enfants de 5 ans et demi qui venaient de Bujumbura, qui étudiaient en internat. Là, ce n'est pas un crime contre l'humanité parce que c'est un Belge. Mais dès que c'est un métis, ça devient un crime contre l'humanité. La justice belge d'aujourd'hui se considère comme la plus compétente et la plus humaine du monde. Parce qu'en réalité, en condamnant la Belgique pour le cas des 5 métis, elle condamne en même temps toutes les confessions religieuses qui ont opéré au Congo, qui ont accueilli les métis. Donc les Italiens, les Espagnols, les Français, les Américains, tous se sont occupés des métis. Donc tous ont commis des crimes contre l'humanité selon la loi belge d'aujourd'hui, qui se considère la plus compétente. Mais à l'époque, la justice belge connaissait le milieu et elles étaient beaucoup plus compétentes qu'aujourd'hui dans le domaine puisqu'elles savaient la réalité du terrain. Elles connaissaient la justice traditionnelle qui avait cours, par exemple, justement du côté de Katende, où c'est la famille du père qui doit prendre en charge les enfants. C'est eux qui... Donc, quand on dit papa l'État, donc c'est tout à fait en respectant les coutumes locales qui ont leur bien fondé. Ça fait des millénaires qu'eux aussi ont leur justice. En fonction du milieu dont ils vivent, qui n'a rien à voir avec le milieu belge, donc, ils savent quelle est la vraie justice dans le contexte du milieu. Pour les Kassaïens d'ailleurs, normalement, parce que maintenant on demande réparation aussi pour les mamans, au Kasaï, les lois traditionnelles interdisent à une maman de percevoir de l'argent qui proviendrait de l'enfant. En cas de mariage, etc., elles ont droit seulement à des vêtements, du matériel, une chèvre, des choses comme ça. Mais de l'argent, c'est tabou, parce que ça peut créer des conséquences néfastes pour toute la lignée. Il faudra par la suite peut-être avoir une bénédiction du côté du papa pour éviter le mauvais sort. L'interprétation de la loi de Nuremberg qui a été faite ici en Belgique concernant les métis, je la trouve très bizarre, parce que s'ils interprètent correctement déjà, il faut considérer pour les filles jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y a une anomalie là-dedans, donc je crois qu'il y a une très mauvaise interprétation de la loi de Nuremberg dans le cas des métis. Par contre, des femmes comme Monica, elle n'a pas été prise en charge par la Belgique, donc elle n'a pas de revenus, elle n'a même pas 100 $ par mois. Il y a une personne en Belgique qui m'a donné un peu d'argent pour aider Monica. Donc ici, il y a quelque temps, j'ai commencé à lui donner 30 $. Avant-hier, elle m'a appelé au secours parce que son fils qui lui donnait à manger a eu un accident de moto. Donc je lui ai envoyé 10 $ pour qu'elle puisse manger. Et donc des gens comme ça, eux n'ont pas droit. Ce sont ceux qui ont de l'argent en fait qui auront droit à cette réparation de la Belgique. J'entends aussi que maintenant les mamans vont avoir droit aussi à une réparation. On dit même qu'elles ont éduqué leurs enfants et tout ça, mais les mamans en général, c'est pas eux qui ont pris en charge leurs enfants, c'est la Belgique. Et en général, elles se sont remarquées, comme par exemple le cas de Kengo Wadondo, c'est la maman s'est remariée,
c'est les grands-parents qui se sont occupés de l'enfant qui a été mis en internat. Mais ceux qui suivaient l'évolution de l'enfant, ce sont les grands-parents, c'est pas la maman. Donc là, est-ce qu'on va, si elle est toujours en vie, est-ce qu'on va rémunérer, est-ce qu'on va donner de l'argent à la maman pour réparation? J'ai 8 enfants qui sont vivants, seul le japonais est mort. J'ai eu un enfant avec un japonais qui est mort, j'en ai eu encore 7 qui sont vivants. C'est les mamans des métis japonais dans les années 70 à Kolwezi qui cachaient leurs enfants dans la brousse parce que ils avaient la réputation de tuer les enfants. Pas les Belges. Les Belges, les mamans les amenaient volontiers chez les sœurs. Ce que j'ai connu des Belges et ce que j'admire chez eux, c'est surtout sur le plan administratif. L'administration était très bonne. Hein? On connaissait les entrées et les sorties des gens. Et quand on se déplaçait, les Belges délivraient de ce qu'on appelle feuille de route, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et on déterminait le nombre de jours dans lesquels on allait passer dans tel village ou dans tel territoire. Mais actuellement, on entre par n'importe quel trou. Et chaque année, les Belges faisaient le recensement de la population. Et dans chaque village. Concernant les métis, eux, ils avaient des statuts différents. Donc un métis, lui, il pouvait circuler comme il voulait. Donc pour une personne que l'on est supposé cacher, c'est pas l'idéal. Et donc ça, c'est un avantage pour les métis. Ils ne dépendaient pas de ce statut. S'ils étaient comme les Européens, ils pouvaient circuler, aller en ville le soir, même si un Congolais, on ne pouvait pas le trouver au centre-ville au milieu de la nuit, parce que là, on allait le suspecter de vol. Mais le Congolais, le métis, tout comme les évolués comme Lumumba, etc., eux, ils avaient c'était la même chose que pour un Européen. Et donc les métis aussi, qui eux étaient reconnus par leur père, eux, ils avaient la nationalité de leur père. Donc les métis qui n'étaient pas reconnus par leur père avaient quand même le statut, le même statut que pour les Européens. Rwanda, dans les années 50, Institut pour enfants mulâtres de Savé, tenu par les Sœurs Blanches d'Afrique. Ces charmants petits-enfants en uniforme sont comme la majorité des bambins métis, pris en charge et élevés dans des institutions ou orphelinats gérés par les missions religieuses et financés en grande partie par l'État belge qui leur a délégué sa tutelle. Tous ces enfants sont métis, nés au Congo et au Rwanda-Urundi, sous l'autorité coloniale belge. On les appelle mulâtres. kuko hariyo benshi cyane benshi abakuru abato abakuru abato twari benshi mbese ba nyina twabajyanye muri icyo gihe. Du jour au lendemain où le père est parti, à une semaine près, on a enlevé les enfants, on les a amenés à Savé. Donc nous, les enfants, c'est nous, parce qu'on était 4 de la même maman et du même père. Voilà comment on a atterri à Savé. Les métis qui habitaient près de l'école et qui pouvaient se permettre donc d'aller et de venir n'étudiaient pas en interne. Ils étaient en externe, comme vous le voyez ici, la famille Van den Plas, à Srida. Ce monsieur est grec. Normalement, à la mort ou quoi du papa, ça aurait été plus logique que ce soit la Grèce qui prenne en charge l'avenir des enfants qui sont grecs, puisque s'ils ont eu 4 enfants ensemble, ce n'est pas un enfant de la prostitution ou un accident, c'est un vrai couple. Donc, et les enfants portent le nom du papa. Donc les enfants ont été reconnus. Ces enfants métis ne sont pas apatrides, ce sont des Grecs. Et c'est le consulat de Grèce qui aurait normalement dû prendre en charge ces enfants. Mais la Belgique a pris en charge ces enfants, a dépensé de l'argent pour ces enfants. Est-ce bien, est-ce mal? Donc voyons maintenant la perception des métis en Belgique. En Belgique, imaginons donc une maman burundaise avec un papa grec et le papa décède ou alors il y a une séparation, quoi. La maman burundaise, elle va toucher
même si elle est analphabète, qu'elle ne travaille pas, elle va toucher de l'argent de la Belgique. Et pour chaque enfant, elle va recevoir aussi de l'argent. Ce qui lui fera peut-être 2000 € par mois, plus les avantages, maison sociale, etc. Maintenant, ce cas-là au Burundi, le papa quitte. Tout à coup, il n'y a plus de revenus. Donc, il n'y a pas d'aide de la Belgique, il n'y a pas d'aide de la Grèce. La maman burundaise, dans un pays parmi les plus pauvres au monde, se retrouve avec 4 enfants qu'elle va devoir nourrir, soigner, et pour l'éducation, problème. Puisque dans le village, elle va juste apprendre, les enfants vont apprendre à lire et écrire dans la langue du pays. S'ils veulent atteindre un niveau scolaire élevé, ils sont obligés d'aller en internat. La solution, c'est SAVE. SAVE, c'est gratuit. En tant que maman, vous, en Belgique, dans ces conditions-là, qu'allez-vous faire? Quel choix allez-vous faire? Juste à côté de SAVE, il y a un internat qui est payant. C'est là où ont étudié ma mère avec ses sœurs métisses. Mais là, c'était payant. Et donc, il fallait des parents il fallait quelqu'un qui ait de l'argent pour financer ces études-là. Donc, ces enfants métis qui ont été éduqués et tout gratuitement par la Belgique, ce sont ces métis comme Kengo Wadondo. Il était intelligent, il a eu une bourse, il a étudié en Belgique. Donc, ces métis qui étaient capables ont pu évoluer et sont arrivés des personnalités. Grâce à ce crime contre l'humanité commis par la Belgique, que ces métis comme Kengo Wadondo, Bemba et tout ça ont pu devenir millionnaires, milliardaires, parmi les personnes les plus riches du Congo. Le problème, c'est quand le père soit mourait ou alors quittait le pays, la maman allait se retrouver avec des enfants et faut se rendre compte que le pays comme le Burundi est considéré comme étant un des pays les plus pauvres au monde. Donc, pour bien éduquer les enfants, ça devenait problématique. C'est ainsi que le gouvernement, enfin les sœurs et tout ça, récupéraient les enfants pour pouvoir leur donner une bonne éducation. Vous voyez le monsieur Van Damme, il explique que sa maman, quand il a vu sa maman n'avait pas de chaussures. Tout comme les mamans des filles de Katende. Ce sont des gens qui vivent, ils ont peut-être $100 pour un mois, pour vivre un mois. Et quand il est arrivé dans ma région, ma mère a été le cadeau de bienvenue qu'on lui a offert. Comme ça se faisait. Il arrive un blanc qui est responsable, on le reçoit, on l'accueille et on lui offre un cadeau de bienvenue, donc une femme. Et donc, leur histoire a duré 48 heures, d'après ce que ma mère m'a dit. Pensez donc, une pauvre villageoise, elle était très jeune, analphabète, elle se contentait de vendre ses légumes, qui se retrouve, tout ce qu'elle avait, c'était sa beauté, elle était très belle. Mon père m'a arraché de ma mère et pour me mettre dans un internat protestant, en mission, des missionnaires. Ni ma mère ni mon père sont jamais venus. Je ne pense pas, je ne me souviens pas avoir reçu de la visite de ma maman. Quand vous entendez que certaines mamans faisaient 3 jours de marche à pied pour venir déposer l'enfant à l'internat, donc vous devez imaginer encore 3 jours de marche pour rentrer. C'est sûr que c'était pas évident de venir visiter les enfants, surtout que ces mamans, faut pas croire que la vie s'est arrêtée après. Elles ont refait leur vie, elles ont peut-être 6 ou 7 enfants en plus par la suite, donc se déplacer, ça devient un problème. Et pour le papa, parfois aussi, c'est problématique de se déplacer pour venir visiter l'enfant. On m'a donné simplement pour payer le transport de Katende à Lusambo. C'était 50 francs, je crois, quelque chose dans ce genre-là. J'avais 8 ans. Oui, comme l'expliquent les 5 métisses, elles ont fait le parcours à pied avec leur famille depuis leur village jusqu'à Katende. Elles n'ont pas eu de financement, elles n'ont pas eu d'argent pour
n'avaient pas d'argent pour le transport pour aller rejoindre Katende. Ce n'est qu'une fois inscrits à Katende que là, les sœurs prenaient en charge les moyens de transport, les tickets pour rejoindre la famille pendant les vacances. Et pour me mettre dans un internat protestant. Et vous vous rendez compte aussi que dans cette histoire, on ne parle que des pensions tenues par les sœurs, les chrétiens, les églises chrétiennes. Il y avait peut-être près d'une centaine de missions protestantes. Et par exemple, ici, Pierrette Schmidt, elle était chez les protestants. Donc il y avait aussi également beaucoup de pensionnats protestants que l'on considère aujourd'hui comme coupables de crimes contre l'humanité. I was born Alice Bourgeon. My mother was a daughter of Mangwetu kings. I had a very happy childhood, spoiled beyond all imagining because no one knew exactly what to do about me or with me. But Papa was a very nice guy. What shall we say? A godfather, a Russian Jew, suggested to Papa that really he should send me to the Americans up on the hill, the Protestantes, because there they could teach me English. Oh, Papa thought, bonne idée. It would be good if Petite Alice learned un peu d'anglais, ça ira. And that's how it came about, that the day came that the lady up the hill came. She was carried in a carrier chair, and she took me back with her up the hill where the missionaries, Harold and Doris Wentworth, from Massachusetts and Connecticut, had started a work. They had schools for the children, etc., etc. And that's where my life changed completely. From my old heathen background of doing everything I wanted, I had to learn to behave. And oui, vous devez réaliser ici que son parrain, donc un juif russe, conseille au papa de mettre l'enfant chez les protestants. Donc ce qui était le plus important, c'est l'éducation, pas leur religion ou quoi que ce soit chez les protestants, chez les chrétiens, n'importe où. Le plus important dans la vie, c'était l'éducation. Surrounded by his bodyguard and by some of his 37 wives, Chief Tungalo welcomes his visitors. He is the supreme ruler of the Mangbetu and Myogo tribe, once the fiercest cannibals in all Africa. The silver medals are his badge of authority, given him with due ceremonies by the Belgian government. The sad-faced crown prince already feels the weight of future problems of state, and the drums give the signal to begin the famous vulture dance. Quelle est la nationalité de ces enfants? Ils sont mulâtres, répond un évêque du Rwanda. Des sans-patrie. La nationalité belge que devrait avoir un mulâtre, reconnu ou non par son père belge, n'est pas un droit absolu. La majorité des métis ne sont pas issus de pères belges. Il n'y a peut-être que 40% au maximum des métis qui sont de papa belge. Tous les autres, c'est des métis portugais, grecs, polonais, toutes les nationalités. Est-ce que la Belgique devait automatiquement... Et parmi tous ces métis qui n'ont pas été reconnus par leur père, et surtout dans des pays comme le Burundi, ils ne peuvent pas avoir la nationalité de la maman. Ils ne sont pas reconnus comme enfants du pays. Ça ne compte pas. Ils ont une maman burundaise. Ce ne sont pas des Burundais, ce sont des apatrides. Ils n'ont pas de patrie. Est-ce que la Belgique devait reconnaître tous ces enfants en disant, bon, à partir de maintenant, tous les métis grecs, polonais, toutes les nationalités deviennent des métis belges? Peut-être, je ne sais pas. Vous avez vu au début que les métis étaient vraiment à l'avant-plan à l'indépendance. Beaucoup sont devenus ministres, députés, gouverneurs, et les premiers millionnaires, les premiers milliardaires, c'était les métis. Du côté du Burundi et du Rwanda, ce n'est pas la même chose.
Donc ces métis, s'ils n'ont pas été reconnus par le papa, ils sont apatrides, ils n'ont pas de patrie. Et ils n'ont pas pu évoluer comme au Congo. Ils ne sont pas devenus ministres, ils ne sont pas devenus gouverneurs, ils ne sont pas devenus riches comme les Congolais, parce qu'ils n'ont pas été vraiment reconnus par la population, par l'État burundais. Par exemple, au Congo, le général Kikunda, au début, il était belge, de par son père, et à l'indépendance, il a choisi la nationalité congolaise, et c'est comme ça qu'il est devenu général au sein de la force congolaise. Au Burundi, apatride. Ni papa, ni maman, n'est reconnu par personne. Et donc au Congo, la première élite congolaise, intellectuelle, c'était les orphelins. Donc depuis la Convention de Bruxelles de 1890 sous Léopold II, qui demandait aux pays, aux colonisateurs de prendre en charge tous les orphelins. C'est comme ça que la première élite congolaise, à l'époque de Léopold II, c'était les orphelins. Puis par la suite, il y a eu les métis, et on voit que à l'indépendance, l'élite congolaise intellectuelle, qui deviendra bien sûr la plus riche, ce sont les métis. Donc, crime contre l'humanité, je crois qu'il y a mieux. L'indépendance est en marche. Au Congo d'abord, au Rwanda et au Burundi ensuite. Les violences se déchaînent contre la population blanche et embrasent les relations entre les ethnies noires. Les sœurs s'inquiètent soudain pour la vue des mulâtres qu'elles ont élevées quasi à l'européenne et dont elles ont coupé tout lien avec la société africaine. Pour les sauver d'un destin qu'elles prévoyaient tragique, les responsables religieux se persuadent que l'avenir de ces enfants ne peut être qu'en Belgique, sous sa tutelle. Entre 1959 et 1962, sur instruction de l'État colonial autorisant le transfert, les enfants métis du Rwanda au Burundi et de la province du Kivu sont massivement rassemblés par les religieuses de Savé et évacués par avion vers la Belgique pour y être adoptés ou placés dans des familles d'accueil ou des homes. Savé sera attaqué à 2 reprises, mais à l'arme blanche. Les sentinelles parviendront à faire fuir les assaillants. Mais plus tard, le danger sera aussi du côté Congo. J'ai 2 petits-enfants ici à Bujumbura, un grand-fils à Stanleyville, tous les 3 des mulâtres. Moi, j'étais très inquiet du sort de mon fils, ayant appris que tous les mulâtres étaient tués, soit par l'ANC, soit par les molélistes. Certaines familles ont récupéré leurs enfants, comme par exemple la famille Brax. Eux, les enfants sont restés. Autre chose, les mamans des filles à la deuxième envoi ont exigé le paiement de la dot avant que les enfants ne puissent partir. Donc, comme ce n'était pas prévu, à Bujumbura, les sœurs ont dû organiser une collecte pour pouvoir réunir les fonds pour payer les dots. Ma mère se souvient de Madame Heuss, Madame Blom. Sa maman aussi a participé à la récolte des fonds pour payer les dots des jeunes filles. On a voyagé jusqu'à Bujumbura, où mon père travaillait, et pour me remettre chez lui. Mais lui, il avait dit, mais non, tous ces enfants mulâtres vont être envoyés en Belgique, expédiés en Belgique. Et il a donné un laissez-passer aux missionnaires, de l'argent pour qu'on puisse avoir des passeports. Et tous les enfants qui n'ont pas pu regagner leur foyer familial étaient envoyés en Belgique. Donc elle doit signer un document, elle garde une copie, reste une copie pour nous. Un rapt en toute légalité. C'est du kidnapping. En 1978, 3 personnes viennent vers moi. Je n'avais pas de nouvelles d'elles. 2 personnes assez grandes et une petite dame. Vous voyez comme elle est habillée de cette manière-là, très distinguée, très colorée, pieds nus. Dans les années 70, les sœurs
ont organisé des vols charters pour amener les enfants à Bujumbura. Donc encore de dépenses d'argent, les tickets c'est pas pour rien. Et donc ces enfants étaient quand même en majorité, s'ils étaient majeurs. Et ils auraient pu rester d'ailleurs au Burundi s'ils le voulaient. Donc ils ont pu voir leur maman, etc. Mais la majorité, ils sont retournés en Belgique. Ils ont bien sûr vu leur maman qui, en général, avait beaucoup d'enfants en plus. Ils n'étaient pas les seuls, parce qu'elles ont refait leur vie. Et quand même un niveau de vie quand même assez bas. Ils ont préféré retourner en Belgique, tout comme la majorité des gens qui se disent réfugiés, les Congolais, et tout ça qui demandent asile politique en Belgique. Eux, ils ont eu la chance de ne pas devoir demander l'asile et ils étaient automatiquement acceptés en Belgique. C'est du kidnapping. Là, je m'adresse aux mamans en Belgique. Si vous étiez dans un village analphabète, sans aide de l'État, l'école la plus proche à 3 heures de marche à pied, bien sûr, pas de moyens de transport, quel choix alliez-vous faire? Garder l'enfant près de vous, de laisser analphabète, ou alliez-vous le confier aux sœurs dans un internat pour lui assurer un avenir meilleur? Ici, bien sûr, nous considérons que l'étude n'est pas obligatoire, hein, parce qu'en Belgique, bien sûr, l'enfant sera obligé d'aller à l'école. En France, c'est même à partir de 3 ans. Les Belges enlevaient-ils les enfants métis? La maman rwandaise, là, elle explique que beaucoup de mamans emmenaient leurs enfants au pensionnat. Donc c'est pas les Belges qui allaient les enlever là-bas chez eux, c'est les mamans qui les emmenaient au pensionnat. Les métis expliquent qu'elles faisaient 2 à 3 jours elles ont fait 2 à 3 jours de marche pour amener les enfants au pensionnat. Donc là je crois pas donc ils n'ont pas été enlevés. On va vous dire que ils étaient forcés. Mais si on écoute les témoignages, par exemple quand ils ont envoyé les enfants en Belgique, on vous explique que ce n'est que les enfants qui n'ont pas pu rentrer dans leur famille qui ont été envoyés en Belgique. Donc ils n'ont pas été enlevés, ils n'ont pas été forcés. Les mamans n'avaient pas assez d'argent que pour payer un transport pour amener leur enfant jusqu'au pensionnat. Donc ça c'était à pied. Mais une fois que les enfants étaient intégrés dans le pensionnat, là maintenant le transport était pris en charge par les sœurs et il y en a une qui explique que à l'âge de 8 ans, on lui a donné l'argent pour rejoindre sa famille pour les vacances. Donc encore drôle de rapt. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les enfants qui avaient étudié, ça avait beaucoup de valeur. Ces mamans, elles savaient que les enfants qui étaient chez les sœurs étaient bien soignés, bien nourris, etc. Sans quoi, ils auraient caché les enfants comme le faisaient les Asiatiques du côté de Kolwezi par la suite. Donc si vraiment l'enfant, si la réputation était mauvaise, elles auraient tout fait pour protéger leur enfant. Donc c'est que la réputation était bonne et les études, tout doucement les gens se sont rendus compte que les études c'était très important. Aujourd'hui, une fille qui a bien étudié, on demande facilement $40 000 de dot pour une fille qui a bien étudié. Donc les études, ça devient très important. On était en bourse parce que nos grands-pères, ils disaient, si vous restez en ville, on va vous tuer. C'est parce qu'on nous a amenés en bourse. Nous sommes partis là-bas pour nous cacher. La région est riche en minerais. Et chaque jour, c'est par centaines que les camions emmènent leur cargaison de cuivre et de cobalt vers l'Afrique du Sud, à destination du marché chinois. Nana est seule, elle a besoin d'argent, et c'est auprès des camionneurs qu'elle vient monnayer ses charmes. Les étudiants avaient, c'était aussi un des grands avantages,
avait une bourse d'études octroyée par l'État, par le Congo belge, donc, pour les mois de l'année académique. Et cette bourse continuait pendant les vacances. Ils avaient également payé par le ministère un ticket de voyage jusqu'à leur lieu de résidence. Ce qui n'était pas peu de chose parce qu'ils ont été recrutés au départ, Lovanium étant la première université, ils ont été recrutés partout dans le Congo, jusque dans le Kivu et le Katanga, qui étaient à 1500, 2000 km de là. C'était de très bons étudiants. Le taux de réussite en première session était très élevé parce qu'ils étaient vraiment triés sur le volet. Donc, presque, je pense qu'au moins les 3/4 des étudiants n'avaient pas d'examen à faire en septembre. Ils bénéficiaient d'un très grand prestige. Bien entendu, lorsqu'ils revenaient, ils étaient presque considérés comme des grands savants quand ils revenaient.